Bonjour Ilona, merci de participer à cette interview et bienvenue sur cette chaîne. Je vais tout d'abord te laisser te présenter, faire un petit tour de d'où tu viens et qu'est-ce que tu as fait. Merci Thomas de m'inviter sur ta chaîne. Je m'appelle Ilona Moutoussamy, je suis doctorante en troisième année à l'université de Tours dans un laboratoire qui s'appelle le CERCA, donc le Centre de recherche sur la cognition et l'apprentissage, dans une équipe qui est uniquement sur Tours puisque c'est un laboratoire qui est aussi sur Poitiers. Ok, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours, quelle licence tu as fait, quel master, peut-être aussi quel bac si tu veux en parler, si c'est un bac. J'ai fait un bac S à l'époque où ça s'appelait Ouais, bac S. Ensuite, j'ai directement enchaîné sur une licence de psychologie à Tours, puis sur un master de recherche qui s'appelle Cognition, neurosciences et psychologie, qui est un master un peu pluridisciplinaire orienté vraiment recherche et dans lequel on voit à la fois de la psychologie, de la linguistique, des choses sur l'autisme, des choses sur les brebis et leur accouplement. Enfin, on a vraiment tous les laboratoires de recherche de l'Université de Tours qui interviennent au sein de ce master et ça nous permet ensuite de pouvoir s'orienter vers ce qu'on préfère. Donc moi, c'était la psychologie, vu que je viens d'une licence de psychologie en plus, donc c'était très bien. Et ça m'a permis donc de continuer sur une thèse ici aussi à Tours. ok, super. En effet, ce genre de master c'est très pluridisciplinaire, je pense que ça doit pas mal aider pour la suite, d'avoir plusieurs types d'approches. Euh, donc maintenant, donc, tu fais une thèse à Tours. Est-ce que quels sont tes directeurs? Est-ce que tu as aussi des collaborateurs avec qui tu travailles qui ne sont pas directement tes directeurs? Alors, parmi les directeurs, moi j'en ai deux, plus une co-encadrante. Donc j'ai Laurence Tacona qui est dans l'équipe à Tours dans laquelle je suis tout le temps. Lucette Toussaint qui est plus sur Poitiers, qui est dans une autre équipe du même laboratoire, avec du coup des thématiques un petit peu différentes, mais qui sont complémentaires avec mon sujet. Et ensuite, la co-encadrante, c'est Christelle Potier, qui est dans un laboratoire de l'Université de Tours qui s'appelle le PAVEA, donc psychologie des âges de la vie et adaptation. Et ça, c'est un laboratoire qui a une approche un peu plus psycho du vieillissement et de d'ailleurs tous les âges de la vie, mais bon, pour mon cas, plus le vieillissement, ce qui me permet d'avoir à la fois des choses très cognitives et très psycho dans la même thématique. Et j'ai pas spécialement de collaborateurs autres pour l'instant, mis à part les membres de l'équipe avec lesquels j'ai l'occasion d'interagir, d'écrire des articles, de participer à des congrès, etc., mais pas autre que mon équipe actuelle. Ok. Est-ce que tu vas faire ou est-ce que tu as fait un in-doc? Est-ce que Alors, j'ai c'est pas fait pour l'instant, ouais. Est-ce que c'est mais prévu? Ok. c'est prévu deux. Alors, un premier qui serait toujours en France, qui serait à Albi pour apprendre une nouvelle technique d'imagerie qui est la NIRS et qui me permettrait de faire de l'imagerie en plus par la suite et de mettre ça en pratique lors d'un deuxième INDOC qui serait cette fois-ci au Canada, j'espère, auprès de Louis Bérère, donc qui est un des spécialistes de l'activité physique et qui fait beaucoup d'imagerie avec de la NIRS justement. Donc, ça me permettrait d'abord d'apprendre la technique et ensuite de pouvoir la mettre en pratique dans son laboratoire. Ok, super. Je te souhaite de réussir et de pouvoir faire ces deux in-docs. Donc, Merci. actuellement, on va parler un petit peu des théories sur lesquelles tu travailles. Quelles sont là ou les grandes théories que tu utilises dans ton travail de recherche actuellement? Alors, c'est vrai, on l'a pas dit au début, mais du coup, je travaille sur les liens entre activité physique et motricité de manière générale et mémoire au cours du vieillissement, avec un point de vue qu'on va appeler un carnet situé de la cognition. Donc ça, c'est la théorie principale sur laquelle je me base et qui me permet de voir en fait qu'il y a une espèce d'évolution dans la façon avec laquelle on considère les traces amnésiques et les souvenirs, où on passe de quelque chose de totalement abstrait à quelque chose qui va être vraiment lié à nos sens et à la motricité. Donc déjà, ça, c'est une première approche, une première théorie sur laquelle je me base. Et donc tout ce que je vais étudier va se baser sur cette évolution. Donc comment est-ce qu'on voyait les liens entre activité physique et mémoire avant, avec les éléments manquants de la littérature et comment on les voit maintenant. Donc ça veut dire que sur cette grosse théorie après, je vais imbriquer plein d'autres petites théories qui vont être toutes les théories sur le vieillissement cognitif, toutes les théories sur les bénéfices de l'activité physique, par où il passe, de quelle façon, etc. Et également des choses qui sont liées plus à notre quotidien et à la société dans laquelle on vit, notamment tout ce qui va être menace du stéréotype chez les personnes âgées, que ce soit sur la pratique d'activité physique ou sur la mémoire. Ça a l'air vraiment Donc j'ai intéressant. beaucoup de Ouais. choses là. Faudrait faire beaucoup de vidéos si tu veux que je te fasse un tour de toutes les théories, mais c'est énorme, ouais. Ok, en effet, ouais, il y a pas mal de choses dedans. Est-ce que toi, tu te retrouves plus dans une théorie en particulier? Est-ce que il y a un point en particulier qui te stimule plus, qui t'intéresse plus?
Alors, l'activité physique, c'est vrai que c'est ce qui m'intéresse le plus, en gardant le côté vieillissement et tout ce qui permet de protéger justement du déclin de la mémoire. Et sur l'activité physique, il y a énormément de théories qui ont été faites qui permettent de comprendre comment on passe de la pratique d'activité physique à tous ces bénéfices sur la mémoire. Les plus connus, ça va être tout ce qui est cardiovasculaire, donc le fait qu'on a une amélioration du débit sanguin. Les deuxièmes qui commencent vraiment à se développer, ça va être tout ce qui est neurobiologique avec tous les facteurs neurotrophiques, la création de nouvelles cellules, tout ce qui va être vraiment moléculaire au sein du cerveau qui permettrait d'améliorer la transmission des messages nerveux, etc. On a aussi de plus en plus de facteurs qui sont un petit peu liés au style de vie avec le fait que c'est à double sens. C'est parce qu'on a déjà une meilleure cognition qu'on va ensuite avoir plus pratiquer, qu'on va plus pratiquer l'activité physique, etc. Donc c'est vraiment comme un cercle bénéfique, en fait, un cercle vertueux. Et le fait que généralement, quand on fait de l'activité physique, on a un style de vie qui est très ou plus ou moins assez positif quand même, ce qui fait qu'on a d'autres facteurs qui viennent aussi protéger la mémoire et que c'est le cumul de tout qui fait qu'on a ça. Et il y a d'autres facteurs qui sont très peu développés, qui justement expliquent qu'on aurait un bénéfice de l'activité physique sur la mémoire parce que ça permettrait d'améliorer une autre fonction cognitive qui, elle, est un soutien à la mémoire, donc tous les aspects stratégiques de la mémoire. Et celui-ci, en fait, il n'y avait rien quand j'ai débuté ma thèse sur ce plan-là. Et donc, c'est un des points que j'essaie moi de développer. Quel serait du coup l'autre mécanisme qui vient influer la mémoire? Donc, ce serait toutes les fonctions exécutives, en fait, Ouais. quand on veut retenir une information au moment de l'encodage ou quand on essaie de la récupérer au moment de la récupération, on va devoir mettre en place des stratégies et ces stratégies, elles sont déficitaires quand on vieillit. Et faire de l'activité physique pourrait en fait améliorer ces stratégies qui, du coup, ensuite viendraient soutenir de manière plus efficace la mémoire par la suite. Ok. Tout à l'heure, tu m'as aussi parlé de la menace du stéréotype. Ouais. Et si je dis pas de bêtises, tu as aussi des équipements qui permettent de simuler le vieillissement. Est-ce que c'est dans ce cadre-là que tu utilises? Est-ce que Ouais, ouais. tout à fait. Alors pour l'instant, j'ai pas de résultats parce que j'ai pas assez de volontaires qui sont venus tester justement cette combinaison. Mais effectivement, en fait, dans mes études, je vais essayer de simuler un vieillissement physique chez des personnes jeunes pour voir si je suis capable d'altérer, de modifier leur mémoire en se rapprochant de ce qu'il y a chez une personne âgée. Puisque comme je l'ai dit un petit peu auparavant, dans les théories incarnées de la cognition, c'est plus le lien entre le corps et la mémoire qui est souligné. Et donc tout ce qu'on a en mémoire, c'est vraiment ce qu'on a fait d'un point de vue physique. Et donc, si le corps est modifié, tout ce qu'on va retenir qui est en lien avec le corps va l'être aussi. Donc là, je vais essayer avec cette combinaison de modifier la mémoire de personnes plus jeunes en me rapprochant du vieillissement de la mémoire classique, sachant que quand on vieillit, on a en plus tout le poids de la société, on va dire, et tous ces stéréotypes négatifs qu'on a, en tout cas nous, en France, sur le vieillissement. Ça va être, ils perdent la mémoire, ils sont plus lents, ils font moins d'activité physique, etc. Et donc, chez certaines personnes jeunes qui portent ce simulateur, je vais en plus les prévenir qu'ils portent un simulateur de vieillissement et qu'ils deviennent une personne âgée. Ils font après une tâche où je leur rappelle un petit peu tous les stéréotypes inconsciemment qu'ils ont, ce qui fait que quand ils vont faire les tâches de mémoire et de motricité par la suite, ils vont avoir tout ce poids en fait comme les personnes âgées, tous ces stéréotypes en tête, et je vais essayer de voir si inconsciemment ils vont se conformer à ce qu'on attend d'une personne âgée, puisque c'est ce qui se passe avec la menace du stéréotype, les personnes âgées, quand on leur dit qu'on va évaluer la mémoire, par exemple, ils vont se confronter à cette menace et agir ou réagir de manière inconsciente à ce qu'on attend. En fait, donc ils vont pouvoir baisser leur performance de mémoire et ça reflète pas vraiment la réalité, c'est vraiment lié à la société et à l'environnement dans lequel ils sont. Donc je veux reproduire un petit peu ça chez les personnes jeunes en les mettant en situation de vieillissement physique. Ok. Et au moment donc où ils répondront au questionnaire, ils auront toujours le simulateur sur eux ou c'est Oui, uniquement ouais, donc c'est encodage et récupération tout le long de. Ouais. exactement. En fait, ils font d'abord toutes les tâches de motricité sans, pour que je puisse avoir une baseline un petit Ouais. peu de leur capacité motrice. Ensuite, je leur mets et ils font toute la fin de l'expérience avec le simulateur. Donc, ils vont vivre 1 heure de leur vie de jeune en tant que personne âgée. Ok, super intéressant. Aussi, il y a quelques années, quand j'étais encore dans mes études en master, je crois, j'avais vu une étude avec un ancrage. Je ne sais pas si ça a été débunké ou pas, ou ça a été reproduit depuis, où on faisait un ancrage de personnes âgées à des jeunes et on chronométrait le temps qu'ils mettaient pour sortir du laboratoire à la fin, à leur insu. Je ne sais pas si ça te parle. Oui, c'est l'effet Euh, Proteus. Est-ce que du coup tu peux nous détailler ce que c'est l'effet Proteus?
Ouais, alors l'effet Proteus, c'est un effet qui apparaît quand une personne va incarner un personnage dans un jeu, notamment en réalité virtuelle, et que cette personne va s'approprier toutes les caractéristiques qu'elle connaît sur le personnage. Ok, est-ce que c'est un effet qui a été répliqué, qui est solide? Est-ce que c'est à critiquer? Je connais pas trop. Alors en fait, il est beaucoup utilisé pour tout ce qui est jeux vidéo, parce qu'à la base, l'effet Proteus, c'est un effet qui est utilisé quand on incarne un avatar dans un jeu. Ok, Et du coup, il y en a pas mal qui ont été faits avec tout ce qui est obésité, tout ce qui est personne âgée, tout ce qui est jeux vidéo. Il y en a sur League of Legends, par exemple. ok, Il y a vraiment plein de choses sur ce plan-là, mais c'est vrai que ça n'a jamais été fait quand on incarne, nous, vraiment la personne. Donc là, moi, je me rapproche de l'effet Proteus, puisque du coup, je les mets en situation de vieillissement, mais c'est pas vraiment l'effet Proteus, puisqu'ils sont pas au sein d'un avatar dans un jeu en réalité virtuelle. Mais effectivement, c'est des choses qui ont été répliquées plusieurs fois avec des effets assez robustes, mais plutôt sur des choses physiques. Donc ça va être la vitesse de marche, comme tu l'as dit. Il y a aussi la vitesse, il me semble, de motrice ou enfin, directement la main, quoi, mais ok, pas forcément le déplacement. Et donc il y a plusieurs choses qui ont été faites, mais très peu en tout cas sur la cognition par la suite. ok, super intéressant. Et c'est des effets qui perdurent un petit peu après une fois qu'on n'est plus dans le jeu, quoi. Donc c'est pendant le jeu et un petit peu après. J'aimerais aborder ce que tu aimerais faire pour l'avenir, les plans un peu que tu as pour l'avenir, donc ce sur quoi tu aimerais travailler. Est-ce que tu as des sujets, un ou plusieurs sujets sur lesquels tu aimerais vraiment travailler pour la suite? Plusieurs. J'aimerais déjà garder tout ce qui est vieillissement cognitif et activité physique parce que c'est vraiment là-dessus que je voulais travailler depuis la licence. Donc si je pouvais le garder, ce serait génial. Et j'aimerais vraiment aussi garder le côté stéréotype, mais ajouter le versant culturel. Parce qu'en fonction des cultures dans lesquelles on est, on n'a pas les mêmes stéréotypes sur le vieillissement. Nous, ici en France, c'est très négatif, mais si on prend les pays asiatiques, les pays maghrébins, les pays africains, la personne âgée, elle est vraiment inclue dans la famille. Et pas nous de leur côté, quoi. Donc ils sont vraiment inclus dans la famille, ils ont un rôle particulier et souvent ce rôle est associé à des stéréotypes plus positifs comme la sagesse, l'expérience, la connaissance, le savoir, etc. Et du coup, avec tous ces stéréotypes-là, on n'est pas censé retrouver toutes les menaces du stéréotype puisque du coup, c'est plutôt positif les éléments qu'on connaît en fait, qu'on apprend au fur et à mesure de la vie sur les personnes âgées. Ce qui fait que tout ce qu'on a dit en fait jusqu'à présent devrait pas être réplicable dans tous les pays en fonction de la culture de ce pays. Donc j'aimerais bien un petit peu voir ce qui se passe pour cet effet Proteus, par exemple, si je fais la même chose dans un pays asiatique, la Corée, le Japon, ou un pays maghrébin, la Tunisie, le Maroc, n'importe, peu importe, mais ce genre d'effet en fait devrait pas être forcément répliqué, ou du moins pas totalement, puisqu'on n'a jamais que des positifs, que des négatifs dans les stéréotypes qu'on a, mais il devrait en tout cas être moins fort dans les pays que j'ai cités, et donc c'est un point qui m'intéresse particulièrement. Après, la mise en place, c'est pas forcément simple puisqu'il faut des contacts dans tous C'est ces pays, mais j'espère vraiment pouvoir mettre en place un projet comme celui-ci. super. Du coup, c'est un petit peu en lien avec ce que tu viens de développer. Où est-ce que tu aimerais travailler pour la suite? Est-ce que c'est directement dans ces pays-là ou est-ce que tu aimerais continuer en France, dans un autre pays européen, américain ou autre? Moi, j'aimerais travailler partout. J'aimerais Ok. vraiment pouvoir partir. Après, j'avoue que dans quel pays, je sais pas vraiment. Mais s'il faut faire quelque chose d'interculturel, j'aimerais bien être dans le pays justement Mhm. concerné. Parce que du coup, les contacts en France, je peux les avoir plus facilement. Donc, je peux enfin, contacter un laboratoire français avec qui j'ai déjà des contacts pour faire ce genre de choses. Alors que dans le pays d'accueil, c'est plus difficile. Alors, si je suis directement sur place, ça me permet de mieux gérer les choses, à mon avis, et de pouvoir le faire. Après, si c'est en termes de goût personnel, j'avoue que la Corée du Sud. Mais bon, Ok, ce sera en fonction des portes qui s'ouvrent, je pense. c'est noté. Est-ce que tu as une personnalité avec qui tu aimerais travailler, une ou plusieurs, hein, personnes avec qui tu aimerais travailler, quelqu'un qui, je sais pas, ses théories t'inspirent Et ben, c'est marrant parce que du coup, ceux avec lesquels j'aimerais vraiment travailler, ça va se faire. Super. Donc, voilà, Cédric Albunet que je vais voir en France là pour le premier Indoc, et puis Louis Bérère que je suis censée voir au Canada pour le deuxième Indoc. Mais sinon, j'ai déjà un petit peu rencontré toutes les personnes des théories influentes, on va dire, de ma thèse, et du coup, ça me permet d'avoir déjà quelques liens avec eux. Et bah, j'interagis quand j'ai besoin avec eux, des questions, etc. Donc, j'aurai l'occasion, à mon avis, de monter des projets avec toutes ces personnes, et j'en serais vraiment ravie en tout cas. Super. Merci beaucoup d'avoir participé à cette interview. Euh, Merci à toi.
et à très bientôt.